Alors voilà, Télégrenouille. Donc pour commencer, j'ai vu que dans les personnes qui étaient inscrites ce soir, beaucoup n'étaient pas forcément adhérentes au conservatoire. Donc juste pour vous présenter très rapidement la structure, hein, parce que c'est pas l'objet de la présentation, mais voilà, le conservatoire, c'est une association de préservation de la nature et de la biodiversité qui intervient à l'échelle de la région bourguignonne. Donc, on est quand même une grosse association puisque on compte 30 salariés environ et on est soutenu par 600 adhérents. Donc, on a différentes missions et les missions principales, donc, c'est de connaître les milieux naturels et les espèces pour mieux les protéger. Donc, on a une équipe de scientifiques qui vont faire des inventaires de terrain, qui vont recenser les espèces sur les sites, faire des suivis de population. On fait notamment des suivis de population du sabot de Vénus, qui est l'orchidée, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, qui est l'orchidée sauvage que vous voyez en photo ici, qui est présente en Bourgogne uniquement en Côte d'Or, dans le Châtillonnais, et qui est devenue l'emblème d'ailleurs du logo du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Une autre mission, donc, c'est de protéger, de gérer les milieux naturels et la biodiversité sur les sites conservatoires, c'est-à-dire que le conservatoire peut acquérir des parcelles, donc en devenir propriétaire, ou il va passer des conventions avec des propriétaires qui peuvent être des particuliers ou des collectivités, communes, communautés de communes, pardon. Est-ce qu'on pourrait couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, le conservatoire peut donc être propriétaire de sites ou passer des conventions avec des propriétaires qui, du coup, confient la gestion des parcelles au conservatoire. Et sur ces sites conservatoires, le conservatoire intervient de différentes façons, donc en réalisant des suivis scientifiques et en mettant en place des opérations de gestion, des travaux, mise en place de pâturage, etc. Et un troisième axe de travail de l'équipe, c'est la sensibilisation donc à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. Donc pour cela, on met en place des animations, des événements, on réalise des publications, etc. Et tout ça à destination de différents publics, que ce soit le grand public comme vous ce soir, par exemple, un public scolaire, des élus, des partenaires, etc. Donc voilà pour une très très rapide présentation de la structure. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous avez l'adresse qui est affichée en bas de la page. Elle sera aussi sur la dernière diapo, donc si vous n'avez pas le temps de la noter là, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de la noter tout à l'heure. Donc cette visioconférence s'inscrit dans une opération nationale qui s'appelle Fréquence Grenouille. Fréquence Grenouille, ça existe depuis 27 ans. Cette année, c'est la 27e édition. Et donc, c'est une opération qui est menée tous les ans par le réseau des conservatoires d'espaces naturels de France. Parce qu'il faut savoir que maintenant, dans quasiment toutes les régions de France, on a un conservatoire d'espaces naturels. Et par le réseau Réserve naturelle de France, pardon. Et donc, chaque année, plein d'animations sont proposées du 1er mars au 31 mai, parce que c'est la meilleure période pour observer les amphibiens. Donc, sont proposées au grand public. Et donc, nous, au conservatoire, d'habitude, voilà, on fait aussi des animations fréquentes grenouilles. Cette année, on en avait prévu au mois d'avril et malheureusement, vu les mesures gouvernementales, elles ont été annulées. Mais voilà, le principe d'une animation, c'est qu'on a une présentation en salle avec un diaporama, donc c'est sensiblement le même diaporama que celui qui va vous être présenté ce soir. Et puis ensuite, on emmenait les gens au bord d'une mare pour aller observer les amphibiens, voilà, voir ce qu'on pouvait trouver dans les mares. Donc peut-être que l'année prochaine, on pourra en refaire, des animations fréquences grenouilles. Donc si jamais certains d'entre vous sont intéressés, il ne faudra pas hésiter à vous inscrire pour venir avec nous au bord d'une mare. Donc voilà, après ce petit préambule, on va entrer dans le vif du sujet.
pour vous parler des amphibiens. Alors, les amphibiens, déjà, vous entendrez des fois parler d'amphibiens, de batraciens. En fait, les deux mots désignent le même groupe d'animaux. Donc, que vous disiez amphibien ou batracien, vous ne vous trompez pas, c'est deux mots qui sont corrects pour désigner ce groupe. C'est l'étymologie qui est différente ou la racine des mots qui est différente, mais voilà, ça désigne bien les mêmes choses. Donc, chez les amphibiens, on distingue les urodèles. Ce sont les salamandres et les tritons, donc, que vous avez à gauche. Donc, ils se caractérisent chez l'adulte par un corps allongé, avec 4 pattes, dont des pattes postérieures qui ressemblent sensiblement aux pattes antérieures, et l'adulte a une queue. Chez la larve, en gros, on a un peu un adulte miniature. Voilà, on a déjà les différentes parties du corps de l'adulte. Enfin, il ressemble quand même sensiblement à l'adulte, mais il est plus petit et voilà, il a encore quelques étapes de développement pour vraiment ressembler à l'adulte. Donc, en exemple d'urodèle, on a la salamandre que vous voyez ici en bas à gauche. Donc, avec l'adulte ici et la larve. Vous voyez la larve qui ressemble déjà un peu à l'adulte. Sauf qu'elle a des petites branchies. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, le curseur, quand je présente des choses. Je sais pas. Karine, tu peux me dire? Oui, ça semble que oui. Oui de mon côté et oui dans le chat. D'accord, merci. Donc, la larve va avoir des petites branchies ici à l'arrière de la tête. Ça fait des petits plumeaux. Et donc, ce sont des branchies qui servent à la larve pour respirer dans l'eau. Et donc, en plus des urodèles, on a ce qu'on appelle les anoures, donc les grenouilles et les crapauds. Donc, l'adulte a un corps plus trapu que chez les urodèles. Les pattes postérieures sont généralement bien développées, enfin plus développées que les pattes antérieures. Et souvent, donc, ça va leur servir au saut en fonction des espèces. Et la principale caractéristique, c'est que l'adulte n'a pas de queue. Anour signifie sans queue. Donc voilà, ça porte bien son nom, du coup. Et la larve de l'anour, tout le monde connaît le tétard des grenouilles et des crapauds. Donc une larve qui est complètement différente de l'adulte, qui va devoir se métamorphoser pour ressembler à l'adulte, et qui, elle, donc, se compose d'une tête et d'une queue. Donc ici, vous avez l'exemple de la grenouille rousse, avec l'adulte et la larve qui est ici, le tétard. Donc voilà, les urodèles, salamandres tritons, les anours, grenouilles crapauds. Et là, Monsieur Foutel, c'est à vous d'intervenir pour cette petite séance de questions. Alors, on commence les quiz. Du coup, la première question, puisqu'on parle de deux groupes. Du coup, à votre avis, combien il y a d'espèces d'amphibiens dans le monde? Bon, c'est des chiffres arrondis, on n'est pas au nombre précis. Du coup, voilà, on peut lancer le sondage. Donc, du coup, vous avez le sondage qui on vous apparaît. laisse, Donc, est-ce qu'on a 300 espèces, autour de 2000 et quelques espèces ou plus de 6000 espèces? les gens sont trop rapides. On vous laisse 30 secondes à peu près. Donc, ouais, il reste 10 secondes. Le temps d'aller voir sur Wikipédia. Non, justement, on ne laisse pas le temps d'aller voir sur Wikipédia. Il faut que On je réponde. semble pas mal, donc je coupe le sondage. Ouais, vas-y. Alors, du coup, si on voit les résultats, voilà. Je vous laisse, continuer, Monsieur Foutel. Eh ben, on est dans un système démocratique, donc la majorité a raison. Et puis on voit avec la couleur, donc c'est plus de 6000 espèces. Bon, sachant que, déjà, en fait, le groupe des amphibiens, même si ça a l'air assez simple, on va dire, il y a toujours dans la classification animale des évolutions. Donc il y a des espèces en fait qui sont plus ou moins comptées dedans suivant les personnes aussi.
Mais globalement, voilà, on est largement à plus de 6000 espèces. Et puis, bah, ce qui est mis, on en découvre de nouvelles encore. Alors, en plus, on peut même sans aller très très loin, puisque par les études génétiques, on a découvert une nouvelle espèce de crapaud en France, donc en 2013. Je crois que la publication doit dater de 2013, où du coup, ce qui était appelé le crapaud commun a été, entre guillemets, divisé, pas l'animal, hein, l'espèce, en deux, du coup, avec les crapauds épineux et le crapaud commun, qui fait à peu près moitié-moitié en France. Avec nous, du coup, on a le crapaud commun. Bon, après, avec des critères qui sont forcément pas très flagrants, des critères visuels pas très flagrants comme ça au premier coup d'œil. Voilà, en France, du coup, ça fait 38 espèces et puis donc 17, autour de 17 en Bourgogne. Bon, parce qu'en Bourgogne, on a notamment une ou deux espèces qui sont d'une présence naturelle douteuse et avec, on va dire, une seule station. Enfin, on a la rainette méridionale, donc la rainette, c'est la grenouille vraiment toute vert clair, et on a un endroit où il y a une grenouille méridionale et il n'y en a pas en Rhône-Alpes. Donc, bon, c'est quand même une espèce qui a dû être ramenée un petit peu en souvenir de vacances, on va dire. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose à faire. Du coup, on va vous montrer un petit peu en deux groupes un petit peu les espèces qui sont présentes avec du coup, bon là vous avez tous suivi, donc vous pourriez tous dire ce que c'est que l'ensemble de ces espèces. On est du coup sur les urodèles, entre guillemets triton et compagnie. Donc on retrouve bien ces quatre pattes de taille à peu près similaire et puis présence d'une queue. Vous voyez au milieu avec les deux images qu'on aime bien embêter les tritons le soir pour s'occuper. On va revenir dessus. Du coup, on présente les espèces. Elles sont sur ces deux photos sont sur l'autre photo. Donc, du coup, on a le triton palmé. Ben, avec cette photo, vous voyez bien, il porte bien son nom. On voit bien là, les pattes arrière palmées et puis avec une coloration. Donc là, on est sur un mâle. Hein, c'est vraiment les critères. Alors, c'est pas les critères, c'est pas l'espèce qui a des facteurs, on va dire les éléments, les atours les plus marqués. Mais du coup, c'est un petit peu une couleur, un peu des bandes de couleurs sur la queue et puis des pattes arrière palmées. Alors ça, on va dire, c'est des petits tritons hein, qui font de l'ordre de la taille du petit doigt à peu près. Ensuite, moi, je peux pas faire passer les diapos, je crois. Non, je fais. Ouais. Ok. Du coup, on a le triton alpestre. Donc là, on a un mâle. Donc pareil en période nuptiale. Donc là, avec une coloration un petit peu bleu ardoise, une toute petite crête qui alterne les couleurs, et puis les flancs du coup qui sont blancs ponctués avec des points noirs, et puis on le voit sur la photo un peu au-dessus pour vous montrer le dessous qui est orange vif, sachant que voilà, c'est une couleur assez flashy et qui devient quand même beaucoup plus discrète après sur le reste de l'année. Bon, on reviendra un peu là-dessus sur ces couleurs qui sont particulières en période de reproduction. Le triton ponctué, alors bon, il a des points, mais bon, faut se méfier, il y a d'autres espèces qui peuvent avoir des points, mais du coup, on a notamment les pattes arrière qui sont un petit peu lobées. On devine un peu le dessous aussi, on a quand même une couleur un petit peu voilà, flashy, et puis une crête, on augmente en taille de crête progressivement là sur les espèces. Et puis le triton crété, donc voilà, on est presque au summum, donc il porte bien son nom, donc le mâle là, en période de reproduction, qui est une espèce qu'on va trouver dans les mares en prairie, en fait, enfin en tout cas les mares bien végétalisées avec beaucoup de végétation aquatique. Et puis du coup, je vous ai mis des photos un petit peu du ventre, du dessous. On voit que les motifs sont différents suivant les individus. Donc ça peut nous servir à suivre une population, en tout cas à reconnaître un individu d'une année sur l'autre ou d'une capture sur l'autre. Le triton marbré, du coup, qui avec le triton crété sont dans ce qu'on va appeler plutôt les grands tritons, donc ils vont faire quasi une dizaine de centimètres. Donc on a aussi une crête, et puis marbré, il a ce côté un peu camouflage militaire, hein, vert et brun, et qu'on va trouver, on est en limite de répartition en fait de cette espèce, donc on va le trouver à quelques endroits, enfin un ou deux endroits du Morvan,
Et puis, sinon, il est présent en puisée et il est dans les mares forestières avec de la sphaigne souvent. Donc la sphaigne, c'est une espèce Une de mousse. mousse. Hmm. Ouais. Bah, on en voit un peu ici, non? Oui, si, ça s'en est là. Ouais, Pas du sûr. coup, là, Hmm. ouais. La salamandre, on le verra un peu plus tard, donc qui est un peu une bête à part dans ces urodèles-là. Du coup, donc il y a plusieurs espèces en France. Nous, on a qu'une espèce en Bourgogne, donc qui est la salamandre tachetée, donc il se reconnaît à ses couleurs jaune et noir, qui est une espèce forestière et la moins aquatique entre guillemets de toutes les espèces. Une salamandre ne sait pas nager. Pour un amphibien, c'est pas, c'est pas top. Là, du coup, bah, le deuxième groupe, donc tout ce qui sont les anours, voilà, tout ce qui est en gros grenouilles et crapauds. On va Bah, passer. souvent, les gens voient la grenouille verte, voilà, bah, enfin, et du coup, c'est les grenouilles vertes. Bon, c'est tout un complexe, on a des espèces locales, on aime, enfin, si on aime les cuisses de grenouille, en tout cas, bon, bah, enfin, c'est mieux d'avoir des grenouilles avec des grosses cuisses. Donc, du coup, on a importé des grenouilles, euh, des espèces, en fait, avec des grenouilles plus grosses, du coup, qui sont hybridées avec les espèces locales. Donc, en fait, ça devient une classification très complexe, enfin, avec la grenouille rieuse, avec voilà, tout un ensemble d'espèces, voilà, et du coup, qui est un peu plus tard en saison, mais donc, c'est souvent celle qu'on voit le plus. Et du coup, on va mettre le chant de la grenouille verte. Ah oui. Non, mais Alors, oui, bah, on tu n'a sais pas bien, mis les tu chants de sais Triton, bien. c'est pas parce que on n'avait pas les enregistrements. Du coup, voilà, c'est deux choses différentes. Du coup, le Triton, ce qu'on a vu, c'est un peu les couleurs qui sont un peu flashy pour. En gros, les deux groupes ont un peu chacun leur méthode pour charmer la femelle. Donc, chez les urodèles, c'est plutôt les couleurs. Et puis, on le verra après, il y a un aspect de parade. Chez les anours, du coup, c'est le chant qui revêt quand même une importance particulière et qui permet en fait de distinguer les espèces. Donc voilà, la grenouille verte. Voilà, ça vous rappelle les nuits d'été. On passe à l'espèce suivante, du coup. Ouais. Enfin, Alors les là, deux on a un espèces groupe suivantes. d'espèces. euh, alors du coup, on a ce qu'on appelle les grenouilles brunes, donc avec la grenouille agile et la grenouille rousse. Bon, il y a d'autres espèces de grenouilles brunes en France. On en a deux du coup en Bourgogne. Si vous regardez un peu de profil, vous voyez, on va dire, il y en a une au gros pif et une, on dit que du coup le profil et le museau est busqué. Donc c'est la grenouille rousse qui est en grand et la grenouille agile en plus petit. Et les champs aussi permettent de distinguer les deux. Et puis du coup, sinon, une autre façon, c'est de prendre la patte et de regarder si le talon dépasse du museau. Vous voyez qu'on s'éclate bien le soir, on s'amuse bien. Bah, du coup, tu peux mettre le champ de la Bah oui, grenouille. tu m'avais presque fait une belle transition avant de parler de la pâte là, mais Ah ouais, pardon. donc ça c'était la grenouille agile. Ouais. La grenouille rousse maintenant. La grenouille Euh, rousse qui chante plutôt sous l'eau. ouais, c'est ça, c'est des grenouilles. Alors, du coup, la particularité par rapport aux grenouilles qu'on a vues avant, les grenouilles vertes, en fait, elles ont deux sacs vocaux, c'est-à-dire que ça va faire deux boules qui vont se gonfler de chaque côté. Alors que les grenouilles brunes, du coup, ça se gonfle sous la. On le verra aussi dans des vidéos, c'est un seul gros sac vocal qui permet d'amplifier le son. Euh, Parce que du coup, là, on est sur des espèces encore qui font pas trop de bruit, mais vous allez voir, il y a des espèces du coup, ça peut amener des personnes à se plaindre. Voilà, il y a des
personnes qui se plaignent du bruit des coqs, et ben, il y a des personnes qui se plaignent du bruit de certaines grenouilles quand ils ont une mare, on va dire, au pied de chez eux, quoi. Je me permets d'intervenir. Cédric, est-ce qu'il serait possible de repréciser la différence entre la grenouille agile et la grenouille rousse? C'est une question qui est dans le chat. La différence visuelle. Tu as parlé d'une histoire de pattes, je crois. Ouais. La grenouille agile, en fait, la patte va dépasser le talon va dépasser du museau. En fait, Ça veut dire qu'il faut quand même attraper la bête, hein. Visuellement, oui, ça ne marche pas. il faut attraper la bête et Il on faut lui prend une patte étirer la patte arrière. vers l'avant. Eh ben, elles sont souples, hein, on leur fait pas mal, mais voilà, on prend une patte arrière qu'on essaie de ramener vers le museau. Et si le talon dépasse de beaucoup le museau, c'est la grenouille agile, si je Ouais. ne me trompe pas. Et si le talon arrive vraiment juste au bout du museau, c'est la grenouille rousse. Après, Et en sinon, fait, souvent, c'est un ensemble de critères parce que vous avez des critères qui marchent qu'en partie. Ça veut dire, par exemple, vous avez la coloration du ventre. En fait, si elle est blanche ou s'il y a des taches, ça peut vous permettre de délimiter une espèce, mais pas les deux. Et puis, vous avez des critères qui marchent un peu en pourcentage de population et qui ne sont pas fiables à 100%. Donc, il faut regarder ce qu'on appelle un faisceau de critères. C'est plusieurs critères. Je ne sais pas si vous devinez sur les photos, on le voit sur la grande. Vous ne voyez pas non, mais ma dis, je souris vais à moi. montrer. Le tympan, juste pour montrer le tympan, qui est juste derrière l'œil. Ça, Et là? du coup, vous avez le ratio, voilà, la taille du tympan par rapport à l'œil est un critère. Et vous avez aussi l'iris, enfin la coloration de l'iris qui est un peu différente chez la grenouille agile et la grenouille rousse. C'est un ensemble de critères assez, voilà, qui peut permettre d'arriver à déterminer l'espèce. Le museau fonctionne bien et là, on le voit assez bien. Après, bon, bah, faut arriver à avoir la grenouille de profil, quoi. Mais on vous rassure, ce sont deux espèces qui ne sont pas évidentes à différencier et nous, on n'y arrive pas non plus à coup sûr, hein. De toute façon, ça reste un peu compliqué. Espèce suivante, la petite rainette. Alors, la rainette, eh ben, quand on parlait des espèces qui, on va dire, qui envoient le pâté au niveau du son, la rainette, elle est toute petite. Vous voyez, donc coloration, souvent, du coup, elle est verte. Bon, rainette verte parce que ça marche pas mal, hein, au niveau de la couleur. Et sinon, on dit arboricole, on le voit un petit peu. C'est une grenouille qui grimpe dans la végétation et qui, au bout des pattes, a des petites boules qui permettent d'adhérer. Donc, ça lui permet de vraiment bien monter dans la végétation et en plus, bah, sa couleur lui permet bien de se camoufler. Donc, on la trouve souvent comme ça, accrochée à des tiges, soit de carex, du coup, d'une espèce d'herbe des bords de mare ou dans les saules. Alors là, pardon, vas-y. Excuse-moi, non, vas-y. Bah, après, c'est des espèces qui peuvent vivre à la fois bah, dans des mares bien végétalisées, mais à la fois, on la trouve des fois en milieu pionnier, c'est-à-dire en milieu un peu très récent, très nouveau, dans des carrières notamment. C'est une espèce qui peut être présente dans les carrières. On a une question sur leur localisation. Est-ce qu'il est possible d'en trouver autour de Dijon? Autour de Dijon, il y en a, enfin, Val-de-Saône, il y en a pas mal dans le Val-de-Saône, en fait, la rainette. Après, ça dépend de ce qu'on appelle autour de Dijon, mais je pense qu'on peut en trouver, ouais, rapidement vers le Val-de-Saône, côté Val-de-Saône, en fait. C'est une espèce qu'on trouve beaucoup en prairie et en paysage de bocage. Donc, c'est pas vraiment aux environs de Dijon, mais pas loin de Dijon, on arrive à en trouver effectivement dans le Val-de-Saône. Alors là, attention vos oreilles, vous allez entendre la rainette verte. Donc quand on a beaucoup de rainettes vertes dans une mare, on nous laisse imaginer le concert que ça peut donner. Alors, Hop. attention, ouais, juste, vous avez une espèce, alors visuellement qui ressemble pas du tout à une rainette et qui peut être au niveau sonore ressembler. Une espèce que les jardiniers n'aiment pas trop, c'est la courtilière, qui est du coup un insecte euh, et qui du coup va faire un son un peu, voilà, ce côté un peu assez régulier.
bon, la différence, c'est que du coup, une rainette, pour chanter, ben, elle a un sac avec de l'air, donc forcément, au bout d'un moment, elle a besoin de respirer, elle va faire une pause. La courtilière, c'est un frottement, donc du coup, généralement, le chant est plus long avant de faire une pause. Pardon. Donc, petit mais grand quand même, c'est une rainette qui fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut préciser sa taille environ? Je C'est sais pas, en fait, c'est une taille de rainette, quoi. 4-5 Ah, cm. 5 ouais, cm ouais, à un peu pouce, près. un pouce, quoi. Un pouce? Bah, un grand pouce. Ouais, oui, un pouce. Oui, Bah, oui, oui, un pouce, un pouce. Ça marche. Va pour le pouce. pas l'unité anglaise, hein, mais ça ne marchait pas complètement. D'accord. Alors ensuite, le crapaud commun. Du coup, là, vous avez un mâle et une femelle avec l'amplexus. Les crapauds, du coup, vous avez deux espèces proches. Une façon de les distinguer, on va le voir, il y a le champ, et puis regardez la couleur de l'œil. Du coup, vous avez le crapaud. Alors, le crapaud commun, je vous dis, c'est lui qui a été séparé après en crapaud épineux et en crapaud commun. Par chez nous, ça reste le crapaud commun. Donc, la couleur de l'iris est cuivrée, et du coup, chez l'autre espèce, on verra, c'est vert. Du coup, c'est une espèce qu'on trouve quand même qui est assez répandue et aussi qui fait partie de ces bêtes qui traversent la route de façon massive à la sortie de l'hiver. Même s'il y a d'autres espèces qui franchissent, c'est souvent celle qu'on voit le plus. Voilà, le champ Champ. Hop, ça arrive. ne porte pas beaucoup. Je pense qu'on aurait fait un quiz à l'aveugle, il n'y a pas grand monde qui aurait mis ce champ-là sur le crapaud. Mais voilà. C'est sûr, c'est plus timide que la rainette, hein. Hop. Et donc après, le deuxième crapaud. Et donc là, on a le crapaud calamite. Donc vous voyez la couleur de l'œil plutôt verte. Et puis du coup, sur le dos, il y a une ligne plus claire aussi qui permet de le distinguer. Alors le crapaud calamite, c'est une espèce souvent dite pionnière, donc qui aime bien les zones de sable, les carrières. Il est bien présent aussi le long de la Loire. Voilà, avec un chant tout à fait particulier qui fait penser un petit peu au crapaud en bois où vous passez une tige en bois derrière. Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, ces crapauds-là. Non, ouais, par rapport à une question qui vient de s'afficher, le crapaud épineux, du coup, c'était une sous-espèce du crapaud commun et c'est devenu le crapaud épineux. Le crapaud calamite, il a toujours été distingué du crapaud commun. Visuellement, il est quand même assez différent. La différence du crapaud commun au crapaud épineux est quand même une question épineuse, si on veut faire un jeu de mots. Non, c'est beaucoup plus difficile à distinguer. Hop. Une autre petite espèce, chaque groupe a un peu une petite espèce un peu, un peu avec plein de particularités. Donc là, on a l'alite accoucheur ou le tout. Voilà. Bon, bah, hop. Alors c'est une espèce que beaucoup de gens connaissent aussi parce que c'est une espèce qui est très anthropique, qui vit pas mal en fait avec l'homme, notamment dans les villages où vous avez des murets en pierre sèche. C'est une espèce qui est quasi omniprésente. Ça ne veut pas dire que c'est facile à l'observer. Hein. Souvent, on l'entend. Mais alors, avant de la voir, on met quand même pas mal de temps puisqu'elle se cache très, très bien dans les failles, dans les murets de pierre sèche. La lite accoucheur, du coup, elle a deux particularités. Du coup, c'est son nom déjà. Le côté accoucheur, en fait, c'est que le mâle va aider la femelle en fait, à accoucher, oui, à sortir, à pondre les œufs, entre guillemets, qui vont faire un chapelet. Et comme on a là sur la J'aurais photo, fini normalement. le mâle va entourer en fait le chapelet d'œufs autour de ses pattes arrière pour le garder avec lui, pour pouvoir mieux le surveiller et limiter on va dire la prédation. Donc, il se balade pendant plusieurs jours avec ses œufs accrochés aux pattes arrière. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer à chanter, à essayer de trouver d'autres femelles avec les œufs
qu'il a sur lui. Et puis, donc c'est quand même les deux particularités, c'est ce côté d'aider d'avoir la femelle, son nom, et puis de porter les œufs avec lui, puisque toutes les autres espèces d'amphibiens laissent les œufs, on va dire, dans l'eau. Et le chant, pour ceux qui connaissent le tout, voilà, vas-y. C'est donc un crapaud qui fait ce bruit-là. Mais alors, du coup, au niveau de la taille, là, on est sur c'est tout petit, hein, c'est un mini pouce, on va dire. Alors, lui, du coup, c'est le pélodite ponctué. Sinon, on l'appelle le crapaud persillé. C'est pas qu'il a un goût de crapaud persillé, hein. C'est ce côté, un peu les petites taches vertes qu'on a dessus, qu'il faut, voilà, ce côté un peu, c'est vrai que c'est un joli vert. C'est une espèce particulière, alors qu'il y a deux types de milieux qui vont être soit des milieux pionniers, donc on les trouve dans des carrières. C'est le cas, par exemple, en Côte d'Or. On l'a même observé sur un bassin de décantation le long d'une dérogation, enfin d'une dérogation, c'est le contexte qui fait dire ça, une déviation. Et puis, sinon, son milieu initial, avant qu'on ait créé des déviations routières, c'est les prairies alluviales. Et du coup, il affectionne les dépressions en prairie qui restent pas longtemps en eau. Ça veut dire que du coup, c'est des milieux où c'est ce côté temporaire qui lui permet il est compétitif dans ces milieux-là avec un cycle de vie assez rapide. Et puis, il peut supporter la présence de quelques poissons aussi. Donc, voilà, prairie alluviale, la vallée de Guyonne, en fait, qui est quand même, en tout cas pour chez nous, un bastion de la présence. Et du coup, avec un champ qui peut ressembler à des boules de pétanque qu'on roule l'une sur l'autre ou à des vieilles espadrilles. Oh, pardon. Ah, on a peu le son. Il a une pupille en forme de goutte d'eau renversée aussi, qui peut être un critère. On va le voir avec l'espèce suivante, qui a aussi une forme de pupille particulière. Oh, c'est mignon, il a une pupille en forme de cœur. Donc le sonneur à ventre jaune. Puis sinon, l'autre particularité, c'est qu'il a le ventre jaune. Donc on le verra un peu plus tard pourquoi. Donc là, qui est une espèce souvent pareille, qui a deux types de milieux un petit peu, même si c'est des milieux qui se rapprochent un petit peu. C'est une espèce qui est souvent connue pour être dans les ornières, dans les milieux forestiers, en fait, dans les chemins un peu abîmés, les ornières de débardage. Et puis l'autre type d'habitat, c'est en fait dans des suintements, des petites sources dans les prairies et notamment là où les vaches vont piétiner. Ça va créer un petit peu voilà, des trous et du coup cette espèce, on peut la retrouver en tête de ce qu'on appelle les têtes de bassin versant. Et puis avec un champ un peu aussi pareil qui permet de la reconnaître. Et voilà, il plaît bien souvent le sonneur là, avec sa petite pupille en forme de cœur. Sachant que vu de dessus, là du coup on a le jaune, mais quand vous le voyez dessus, il est de la même couleur que la terre, donc vous pouvez facilement passer à côté. Enfin, au niveau camouflage, il est quand même, il est très bon. Donc on a fait le tour de présentation des espèces. Donc si là vous avez d'autres questions que celles qui ont été posées dans le chat, n'hésitez pas. Et puis sinon, s'il y a eu d'autres questions dans le chat, Karine, on t'écoute. Eh bien, c'est une présentation qui semble impeccable. Pas de questions. Merci, merci. Et est-ce que là, en direct, il y a des questions ou on poursuit? Non, tout était clair. Questions sur les espèces. Bon.
Alors, si vous avez des questions, hein, surtout n'oubliez pas de réactiver vos micros, parce que sinon on ne vous entendra pas. Non, ça n'a pas l'air. Bon, eh ben, on va continuer alors. Alors, on vient de vous présenter les différentes espèces qui sont présentes dans notre région. Et maintenant, on va vous expliquer un peu comment vivent les amphibiens, parce que je pense que voilà, tout le monde voit les grenouilles, etc., mais on ne sait pas trop comment passe leur année, enfin, je vais y arriver, comment les amphibiens passent leur année. Voilà. Alors, on va commencer par une petite session de questions. Vous allez être mis à contribution, comme tout à l'heure. Donc, la première question, c'est voilà, le mot amphibien. Donc, ça veut dire double vie. Et donc, alors, hop, en quoi c'est adapté pour ces animaux? Donc, parce qu'ils ont deux vies, les chats en ont bien 7 et peuvent revivre après avoir été écrasés. Parce qu'ils vivent dans l'eau et sur terre, ou parce qu'ils vivent à la campagne et à la ville? Allez-y. Elle est dure, cette question. Elle est dure, cette question, ouais. Mais toutes les questions sont très dures. On va laisser passer le cap des 30 secondes quand même. Hop. Bon, ben, je crois que voilà, hein. Pareil. La démocratie, comme tu disais tout à l'heure, Cédric. Donc, effectivement, c'est bien adapté pour ces petits animaux qui vivent dans l'eau et sur terre. Donc, on va voir après pourquoi. Hop, je vais arrêter le sondage si tout va bien. Deuxième question. Là, attention, il y a une série de questions. Où peut-on rencontrer le plus souvent les amphibiens? Donc, est-ce que c'est dans les mares et les étangs, dans les rues des villes, sur les parkings en bas des immeubles, dans les bois, sous de la mousse, sous des tas de bois, etc., dans les jardins et les prairies? Plusieurs réponses possibles. Là, il y a plusieurs réponses. Ah oui, mais alors je ne sais pas comment on peut faire quand il y a plusieurs réponses. C'est pas grave, ça va se dessiner quand même. Hop. Donc, effectivement, pour cette question, il y avait plusieurs réponses qui étaient possibles. Donc, il y a une grosse majorité dans les mares et les étangs, effectivement, parce que c'est là qu'on va les voir les plus souvent. Mais on peut aussi trouver des amphibiens dans les bois, sous de la mousse, sous des tas de bois, etc., ou dans les jardins et les prairies. En fait, tout va dépendre de l'espèce considérée et de la période de l'année. Donc, c'est ce qu'on verra par la suite. Et une dernière question. Que font la plupart des amphibiens l'hiver? Donc, est-ce qu'ils migrent dans les pays chauds? Est-ce qu'ils vont au sport d'hiver ou est-ce qu'ils se cachent dans des abris et entrent en vie ralentie? Top, c'est parti, 30 secondes. Oh, il n'y a personne qui envoie les amphibiens au sport d'hiver, hein. Ah, merci. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas y aller, eux. Oui, donc effectivement, en hiver, les amphibiens vont se cacher dans des abris et entrer en vie ralentie. Hop. Donc finalement, vous connaissez quand même pas mal la vie des amphibiens. Donc voilà, on est en hiver, les amphibiens sont cachés dans des racines, dans des tas de pierres, dans des galeries de rongeurs, sous des tas de bois, sous des tas de feuilles mortes. Et voilà, ils vont passer la mauvaise saison à l'abri. Dans les caves, effectivement. Dans les caves, les compteurs à eau aussi. Dans les compteurs d'eau, oui. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont trouvé des tritons dans des compteurs d'eau. Et puis, voilà, le printemps arrive, les températures se radoucissent et les amphibiens vont se réveiller. Alors, on a mis des périodes en bas de chaque dessin qui sont vraiment indicatives parce que ça varie beaucoup en fonction des espèces et en fonction des conditions météorologiques également.
puisque par exemple, pour certaines espèces comme la grenouille rousse, qui sont dites espèces précoces, dès qu'il va arrêter de geler la nuit, dès qu'il va arrêter de geler, les grenouilles rousses vont sortir. Donc elles peuvent sortir dès le mois de janvier ou février si on est sur un hiver qui est assez doux, comme on a eu quand même assez souvent ces dernières années. Donc les amphibiens vont se réveiller. Ils vont manger pour récupérer un peu de réserve, etc. Et ensuite, ils auront plus qu'une idée dans la tête, c'est de rejoindre leur site de reproduction. La plupart des amphibiens vont retourner dans le point d'eau où ils sont nés. Donc une mare, un étang, un lavoir. Et pour ça, ils vont faire un certain trajet, puisqu'ils peuvent parcourir une centaine de mètres jusqu'à 4 ou 5 km. Donc à pattes de triton et de crapaud, ça fait quand même une petite trotte. Et comme ils vont sortir que les nuits assez douces et les nuits humides, ils vont mettre quelques jours quand même à atteindre leur objectif, donc leur site de reproduction. Arrivés sur leur plan d'eau, donc mare ou autre, les mâles vont vouloir séduire les femelles et chanter. Donc on a déjà parlé un petit peu du chant. Donc vous voyez une photo de rainette, donc un mâle qui est en train de chanter. Donc Cédric vous disait tout à l'heure, pour que le chant soit vraiment bien entendu à une grande distance, donc la gorge va se gonfler. Donc chez la rainette, c'est la gorge, chez la grenouille verte, c'est 2 sacs vocaux qui sont sur les côtés. Et donc, ça va faire caisse de résonance et les femelles vont pouvoir entendre les rainettes de loin. Alors, non, j'ai une diapo, mais j'ai un petit souci parce que j'ai un truc qui est affiché dessus. Voilà. Une petite vidéo donc, qui vous montre une rainette qui chante. Vous allez voir ce que ça donne, si tout va bien. Vous voyez, sont motivées les rainettes. Donc voilà. Et donc, on a entendu tout à l'heure les différents chants des différentes espèces. Donc, les chants sont vraiment différents d'une espèce à l'autre. Et ça permet aux femelles de reconnaître les mâles de leur espèce. Et donc, elles vont se diriger au son vers le mâle chanteur. Et nous, ça nous sert bien aussi parce que quand on étudie les amphibiens, si on veut savoir quelles espèces sont présentes dans une mare, par exemple, rien qu'au chant, si on arrive à différencier les chants, on va pouvoir dire, là, voilà, il y a de la rainette, il y a de la grenouille verte, etc. Chez les tritons, la séduction, c'est beaucoup plus discret. Donc les mâles vont quand même se parer de leurs beaux habits de lumière, donc ils vont développer une crête qui, à d'autres périodes de l'année, hors période de reproduction, va être beaucoup moins prononcée. Mais voilà, pendant la période de reproduction, la crête est très bien développée. Donc chez certaines espèces, il y a des couleurs vives qui vont apparaître, comme le triton alpestre, on parlait tout à l'heure avec son ventre très, très orange vif. Et puis, ils vont se lancer dans une petite danse nuptiale. Donc là, on a l'exemple d'un type de triton ponctué, donc une espèce présente en Bourgogne. Donc le mâle est à gauche. Donc il danse devant la femelle. Et puis, voilà, à un moment, il va battre de la queue. Donc il y a une hypothèse qui dit que ça crée des courants d'eau qui vont emmener les phéromones vers la femelle. Le mâle ensuite va déposer un petit sac avec sa semence, que vous voyez ici. La femelle va arriver derrière, va s'arrêter au niveau du sac et va l'aspirer au niveau de ce qu'on appelle le cloaque. Et c'est comme ça que les femelles de triton vont être fécondées. Alors que chez les anours, la fécondation est plutôt externe, si je ne me trompe pas, puisque le mâle va verser sa semence sur les cordons d'œufs. Si je me trompe, Cédric, tu me dis. Mais je pense que c'est ça. Donc voilà, après l'accouplement, il y a la ponte des œufs.
Donc, chez les anours, donc les grenouilles et les crapauds, la stratégie, c'est de pondre beaucoup d'œufs. Et puis, ben, après, il y en a quelques-uns qui survivront, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ils vont pondre beaucoup d'œufs. Donc, à gauche, là, vous avez une ponte de crapauds communs, donc des cordons d'œufs enroulés autour de la végétation. Donc, tous les petits points noirs, hein, ce sont des œufs, donc vous voyez qu'il y en a quand même une certaine quantité. Ici, vous avez une ponte de grenouilles brunes, donc rousses ou agiles, donc qui forment un amas gélatineux et tous les points noirs aussi, ce sont des œufs. Donc des fois, on trouve ça hein, au printemps, dans des mares forestières notamment, on a plein de tas d'œufs comme ça dans une mare, donc ce sont les grenouilles dites brunes. Et puis, bon, bah, Cédric vous a parlé tout à l'heure du papa poule, là, la lite accoucheur, qui lui va garder ses œufs enroulés autour des pattes jusqu'à l'éclosion. Chez les tritons, autre stratégie, les femelles vont pondre beaucoup moins d'œufs, mais elles vont essayer de mieux les cacher pour leur donner plus de chances de survivre et de donner un adulte. Donc ici, on a une femelle de triton palmé qui a pondu un œuf et qui est en train, là, avec ses petites papates arrière, là, de le mettre, de l'envelopper dans une feuille d'une plante aquatique pour bien le cacher. Donc, vous avez le résultat ici, donc l'œuf qui se trouve ici, et la végétation que la femelle triton a réussi à plier autour de l'œuf pour le cacher. Donc voilà, tout ça avec ses petites papates, elle est quand même douée, la femelle tritonne, si je puis dire. Et autre petite question, à votre avis, combien d'œufs va pondre une salamandre chaque année? Alors 0, environ 20 ou environ 50, c'est parti. On est plutôt autour des environs de 20 pour l'instant, pour la majorité. Bon, donc on serait à environ 20 comme réponse. Alors en fait, cette question était un piège. Il y a quand même 5 personnes qui ne sont pas tombées dedans. Effectivement, la salamandre ne pond pas d'œufs. Elle va donner directement naissance à des petites larves, en fait. Il n'y a pas de stade œuf chez la salamandre. Donc voilà, c'était une question un peu piège. C'était la plus difficile ce soir. Donc, pour les autres amphibiens, hormis la salamandre, les œufs vont éclore et donc donner chez les anours, donc grenouilles crapauds, les têtards, donc, que tout le monde connaît. Et chez les tritons, ça va donner des petites larves, donc des tritons miniatures. Et puis ici, vous avez en photo des larves de salamandre qui sont à différents stades de développement. Donc en bas, alors c'est pas après un régime, hein, elles n'ont pas fait un régime, il n'y a pas un avant-après. C'est que là, on a une larve qui est toute jeune, donc qui est toute petite. Celle-ci a déjà réussi à se développer un petit peu, à prendre voilà, un peu en taille et en poids. Et là, on voit toujours les petites branchies hein, à l'arrière de la tête, ici, là, les petits plumeaux. Et puis ici, une larve de salamandre à un stade encore un peu plus avancé, où là, on commence à voir l'apparition de la coloration noire et jaune qui est du coup plus semblable à l'adulte. Ouais, attends, tu peux revenir sur la diapo d'avant? Oui. On voyait juste le petit critère pour distinguer les larves de salamandre des autres. Donc effectivement, on a la coloration jaune qui apparaît à des stades un peu ultérieurs. Mais en fait, dès le début, on peut regarder que sur les. Alors, faut avoir une bonne vue. Sur les pattes arrière, on a une tache jaune à la base des cuisses, alors qui est plus marquée sur les pattes arrière. Donc, une petite tache plus claire à la base des cuisses qui permet de distinguer les larves de salamandre des larves de triton. Et puis après, la forme de la tête, elle est aussi. Ça fait une forme beaucoup plus aplatie au niveau latéral chez la salamandre que chez le triton, mais bon, c'est un peu plus
un peu plus difficile comme critère. Merci Cédric. Bonne remarque. J'y avais pas pensé. Donc voilà, on a les petites larves et donc les larves de tritons vont grossir petit à petit pour donner donc ce qu'on appelle un juvénile. Et chez les anoures, donc grenouilles crapaud, bien sûr, le tétard va se métamorphoser en adulte. Bon, je pense que tout le monde connaît la métamorphose du tétard en juvénile, mais donc voilà, on a déjà apparition des pattes arrière, puis des pattes avant, puis hop, la larve va perdre sa queue. En faisant plop. Hein, en faisant plop, voilà. Comme c'est marqué sur le dessin. Petit remerciement à notre graphiste au conservatoire qui nous a fait quelques petits dessins. Enfin voilà, beaucoup de dessins sont de lui. Et donc ensuite on a une petite grenouille ou un petit crapaud juvénile, hein, donc qui ressemble à l'adulte. Mais pour vous donner une idée, quand ils vont sortir de l'eau, ils ont la taille d'un ongle. Hein, c'est vraiment tout petit. Et je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au bord d'un étang l'été, mais quand les petits crapauds sortent de l'eau, comme quand on a un site de reproduction de crapauds, il y a beaucoup de têtards et donc beaucoup de petits crapauds qui vont sortir de l'eau. On en a partout au bord de l'étang et limite, il faut faire attention pour ne pas marcher dessus, quoi. Et donc voilà, les juvéniles vont sortir de l'eau, ils vont aller retrouver un abri terrestre pour passer l'automne où ils sortiront que pour se nourrir. Et puis donc ensuite l'abri pour passer l'hiver. Et la boucle est bouclée, on va refaire un cycle complet l'année suivante. Donc vous voyez en fait là on a tout le cycle qui est représenté avec les différentes étapes qu'on vient de voir. Et donc, on remarque bien qu'il y a toute une partie, en fait, du cycle de vie des amphibiens qui se passe sur Terre et une partie qui se passe dans l'eau. Et c'est essentiellement la période où on va avoir les œufs et les larves. En fait, c'est à ce moment-là que l'eau est vraiment nécessaire pour le cycle de vie des amphibiens. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, amphibiens, double vie, puisque voilà, ils peuvent à la fois vivre dans l'eau et sur Terre. Avec un paradoxe qui est que l'espèce la plus connue des amphibiens, qui est la grenouille verte, en fait, elle peut passer en fait toute sa vie dans l'eau, c'est-à-dire du coup, elle peut hiverner en fait au fond du point d'eau, dans la vase, et du coup ne quasi pas sortir du point d'eau en respirant par la peau. Les grenouilles peuvent très bien respirer par la peau et du coup rester au fond de l'eau sans remonter à la surface. Mais globalement, c'est la seule espèce qui, on va dire, la plus aquatique qui peut passer sa vie dans l'eau. Mais pour toutes les autres espèces, on a vraiment ces deux phases-là, quoi, phase terrestre et phase aquatique. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie cycle de vie ou est-ce que voilà, on a été très clair et vous n'avez rien à redire? Vous avez été très clair, mais il y a eu plein de questions dans le chat pour précision. Je vais les faire dans l'ordre. Sur la partie hibernation, on nous pose la question si on les dérange en pleine hibernation, dans quelle mesure c'est grave? On n'est pas comme c'est pas au niveau des chauves-souris où du coup, en fait, les chauves-souris, elles vont passer l'hiver dans des sites justement où la température ne chute pas trop, mais elles sont quand même en vie ralentie. Mais par contre, le fait de les réveiller vont leur faire dépenser beaucoup d'énergie, remonter la température du corps. On va dire, faut vraiment pas mal insister avec des grenouilles pour vraiment les réveiller, quoi. Donc non, c'est moins problématique, même si ça entraîne quand même une petite dépense d'énergie. Ouais. On nous pose aussi la question, durant la période hivernale, est-ce que les amphibiens peuvent geler? En fait, le plus de dégâts liés au gel, en fait, il est plus lié à un problème de respiration, dans le sens où quand vous avez une plaque de gel, enfin la surface de l'eau qui gèle,
ça va limiter les échanges en fait de gaz entre l'eau et le reste, et du coup, il y a une diminution du taux d'oxygène dans l'eau. Et c'est ça qui fait qu'on va retrouver des animaux, enfin au dégel, vous retrouvez notamment les grenouilles rousses qui sont précoces ou les grenouilles agiles qui peuvent mourir en fait dans les points d'eau. Après, faudrait vraiment, enfin généralement, elles vont quand même arriver à se réfugier pour pas être prises dans la glace, quoi. Mais du coup, ça peut avoir par contre, le gel peut quand même avoir un impact de mortalité sur les amphibiens. Ouais. Un impact plus indirect que direct, en fait. Ouais. Ok. Toujours durant l'hibernation, on nous pose la question, ça fait partie de ces histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, est-ce que les amphibiens peuvent hiberner dans la boue? Ça rejoint un peu ce que je disais sur la grenouille verte. On peut la trouver dans la vase, en fait, donc au bord effectivement, enfin, ce qu'on appelle la boue, la vase des bords de plans d'eau ou dans les queues d'étangs, donc dans toute cette accumulation de matière, oui, elles peuvent rester En fait, les amphibiens recherchent un endroit où il y a de l'humidité et quand même à l'abri du gel. Donc du coup, on les trouve. C'est pour ça que les compteurs à eau, on les trouve aussi à l'entrée des grottes. Enfin, c'est vraiment ce côté de maintenir quand même un minimum d'humidité et au niveau température une certaine stabilité, quoi. Ok. Toujours sur l'hibernation, on nous pose une question en réaction. Est-ce que casser la glace dans une mare en hiver, c'est un bon geste ou un mauvais geste, du coup? Oui, c'est un bon geste. Enfin, pour éviter que l'ensemble de la glace ne recouvre le plan d'eau. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup, mais il faut au moins que ça permette un peu d'échange. Donc c'est intéressant et pas que pour les amphibiens, ça le fait. En fait, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un bouquin de Pete Fromm qui est très intéressant et il raconte en fait son stage où du coup il était aux États-Unis et son travail était de casser la glace en fait sur une tête de cours d'eau en fait pour que les saumons puissent. Là, c'est aussi sur un aspect pour la qualité de l'eau et les échanges gazeux, mais c'était pour les saumons. Ok. On glissera la référence de ton ouvrage dans les commentaires et dans le mail de remerciement pour qu'on puisse le repartager. Alors, une fois qu'on est sorti d'hibernation, on va passer aux amours. Plusieurs questions aussi. Est-ce que les femelles chantent aussi? Il peut y avoir des cris, mais il n'y a pas de chant. Il n'y a pas, il y a pas de chant. Pas de chant pour ces dames. Alors, autre question, toujours sur la reproduction. Le dysmorphisme sexuel est-il aussi différencié chez tous les batraciens? Par rapport aux couleurs, ça? Je pense par rapport aux couleurs, normalement. Est-ce que c'est aussi marqué pour après, tous? enfin, Caro, ouais, je prends la parole tout le temps. Non, vas-y, je compléterai. Il est très variable. Il est très variable. C'est-à-dire, du coup, oui, il y a certaines espèces où c'est très marqué et d'autres espèces où où c'est beaucoup moins marqué. Ouais. Il y a tout un gradient sur pas mal de choses. Hein. On a plein de gradients. On a parlé du lien à l'humidité. Enfin, c'est quand même un groupe assez vaste en termes d'espèces. Donc, sur pas mal de choses, c'est très variable. Donc, on a ça aussi sur le dimorphisme où des fois, il est très peu marqué. Il y a vraiment, il y a vraiment plein de cas de figure en fait, à la fois dans le cycle de vie, puisque du coup, vous avez aussi des espèces qui restent bloquées au stade tétard. C'est le cas de l'élite d'ailleurs dans certains cas, qui peut faire une année. Il y a vraiment plein de particularités. Donc, on a ça, on a le lien à l'eau qui est on voyait la salamandre qui ne sait pas nager. Vous avez la grenouille verte qui peut passer tout son temps dans l'eau. Et ben, vous avez d'autres cas de figure où vous avez des espèces qui vivent dans l'eau simplement dans les pays tropicaux, juste dans l'eau accumulée dans le creux des feuilles. Ça va leur suffire à faire tout leur cycle. Donc, la dépendance à l'eau, elle est quand même très limitée. Donc, c'est un groupe très variable avec plein d'exceptions. En termes de dimorphisme sexuel, il est quand même plus marqué chez les tritons, où là, on arrive quand même à faire bien la différence entre mâle-femelle. Chez la salamandre, c'est très difficile de faire la différence. Chez les anours, par exemple, le crapaud, si c'est un crapaud mâle ou un crapaud femelle,
Ils sont très, très ressemblants. Il y a quelques critères qui permettent de dire que c'est un mâle, mais globalement, c'est vrai que la femelle ressemble beaucoup au mâle, en fait. Donc, je pense que ce dimorphisme-là est quand même plus marqué chez les tritons. Oui, enfin, ce que mis dans les remarques, pour les anours, effectivement, c'est ce qu'on appelle les callosités sous les pouces euh, qui se développent au moment de la reproduction et qui sont chez les mâles, qui sont un bonus pratique pour agripper la femelle pour l'amplexus. Donc, l'amplexus, hein, c'est en fait l'accouplement, hein, L'accouplement. Ouais. quand le mâle est sur la femelle, on appelle ça l'amplexus chez les amphibiens. Alors maintenant qu'on est sorti de sa mare, qu'on a bien hiverné, qu'on a aussi chanté l'amour, quid de la reproduction? Deux questions. Entre quelles espèces existe-t-il le plus communément des hybridations? Le plus, en tout cas par chez nous, il y a beaucoup d'hybridation sur les grenouilles. Ce qu'on appelle le complexe, en fait, c'est un complexe de grenouilles vertes. Il y a plusieurs espèces qui se mélangent et plus celles qu'on a ramenées. Donc là, ça se mélange vraiment beaucoup. Pardon. Après, chez les tritons, on a l'exemple du coup du triton crété et du triton marbré, qui du coup fait le triton blasius. Donc vous avez des hybrides fertiles en fait, de l'espèce, quoi. Après, par rapport il y a d'autres espèces où les distinctions sont assez marquées pour qu'il n'y ait pas d'hybridation. Et enfin, dernière question, la question de la progéniture. Puisque tout le monde retourne dans sa mare, dans son lieu de naissance, comment ça se passe d'un point de vue consanguinité? En fait, il y a une proportion, en fait d'individus justement qui part à l'aventure, qui est un peu variable suivant les espèces. Mais il y a toujours des individus qui vont partir et qui vont amener cette diversité. Bon, après, voilà, il y avait des données, ils avaient chiffré, c'était 10% des tritons crétés qui partaient un peu à l'aventure pour essayer ce qui peut amener du coup pour amener un brassage génétique. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions sur le chat. Je laisse la parole à celles et à ceux qui souhaiteraient poser une question en direct. Oui, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sauf si c'est pour demander à quelle heure on mange. Non, pas d'autres questions? On continue? Alors, on continue. En parlant de manger. Oui, que mangent les amphibiens? Du coup, on va passer à la diapo après. On avait l'exemple un peu. C'est souvent ce qu'on peut voir. On les met souvent en avant comme pour manger des insectes. Chez les anours, du coup, les têtards, même si ça peut paraître paradoxal, c'est une forme de bec en fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas de dents. En fait, c'est un peu des lèvres qui sont dures et qui, du coup, et puis de la taille, de fait de leur taille, les têtards sont pas bien gros. Donc, du coup, ils sont vraiment, en fait, souvent, ils vont manger herbivores, souvent détritivores aussi, c'est-à-dire, en gros, c'est de la végétation, mais plus des morceaux de végétation qui se dégradent dans la mare, qui vont consommer. Et puis après, en grandissant, ils peuvent manger un peu plus. Alors, quand on dit omnivore, ça reste quand même des choses de toute petite taille. Donc, pour nous, qu'on ne voit même pas vraiment à l'œil nu, même s'ils vont pouvoir consommer on va dire quelques planctons, enfin du plancton qui peut être des fois euh, des animaux. Mais ça reste de toute petite taille. Les adultes, du coup, on va le voir avec la vidéo, ils sont du coup carnivores, insectivores. Enfin, ils essayent d'être carnivores, insectivores. On va le voir après. Exactement. Après, voilà, la mare est un monde cruel, ça se mange dans tous les sens. Du coup, vous avez des adultes qui vont manger des têtards d'autres espèces. Enfin, c'est un monde cruel. Donc, pour la vidéo qui suit, je précise juste, ce ne sont pas des espèces de notre région, hein. Voilà.
Mais c'est pour vous montrer un petit peu voilà, comment en théorie, l'individu est censé manger un insecte, une libellule. Donc on a vu oui, qu'il avait projeté sa langue et après il ramène avec ses pattes avant vers la bouche. Mais bon, là, malheureusement, il a raté. Ça peut pas marcher à tous les coups. Du coup, par rapport aux urodèles, là, donc, le régime alimentaire est le même, adulte et larve, même si la taille n'est pas la même. Pardon. Du coup, ils sont carnivores. Après, ça veut dire aussi qu'ils vont manger des œufs. C'est ce qu'on a un peu en photo. Vous avez une femelle de triton alpestre qui, du coup, est en train de manger des œufs de grenouille. Donc, pompe de grenouille. Dans une mare, si vous avez des pompes de grenouille, des amas, ça peut être un bon endroit si vous déplacez délicatement la pompe de grenouille. Vous avez souvent des tritons qui sont cachés en dessous. Ça permet de s'abriter et de manger en même temps. Le gîte et le couvert. Et puis, du coup, vous avez la prédation croisée au sein des amphibiens. Voire même au sein des mêmes espèces, les larves plus avancées qui vont manger les plus jeunes. C'est vraiment un monde cruel. C'est vraiment un monde cruel. Bon, du coup, on vous a mis 2 illustrations. Ouais, c'est parti. Hop, petite prédation sur un tétard. C'est pas facile à avaler. Donc, des tritons ponctués. Ça se gobe, c'est meilleur quand c'est gobé. Faut pas mâcher le tétard. C'est quand même pas facile à avaler. Hop. Donc, il y avait un deuxième exemple avec un triton crêté. Voilà, c'est très rapide. Et là, vous voyez qu'il est en phase terrestre et la crête est très peu développée, en fait. Et là, il s'attaque à un ver de terre. Voilà. Ça vous montre un peu ce qui se passe dans une mare et qu'on ne voit pas. Alors, on nous rappelle dans le chat que tout ça est assez de bonne guerre, puisque à rappeler que les larves de libellules mangent aussi les têtards. C'est vrai. Tout à fait. Cédric? Ça fait la transition. Ouais, j'avais juste pas mis le micro. Ça fait la transition du coup avec qui mange les amphibiens. Donc là, on voit aussi, merci à Olivier pour son illustration. Donc du coup, on a un premier exemple avec le héron, effectivement, qui est un prédateur, alors des grenouilles, mais aussi des tritons. Vous avez les reptiles là avec la couleuvre à collier, mais du coup, il y a aussi la couleuvre vipérine qui sont bon après. Il y en a d'autres, mais là, c'est 2 espèces bien aquatiques et qui ont souvent une prédation. Et puis, le renard, enfin, vous avez des espèces un petit peu, on va dire, omnivores, donc comme le renard, qui vont pouvoir aller chercher un petit peu plutôt des adultes. Et puis, du coup, en dernier, pour illustrer, mais c'est vrai que c'est le cas, on va dire, vous avez tout un ensemble d'invertébrés aquatiques qui se nourrissent du coup des têtards, des jeunes tritons. Donc là, on a un dithyque, donc il y a un coléoptère aquatique qui, aussi bien au stade larvaire qu'au stade adulte, se nourrit de tous ces amphibiens, enfin de larves d'amphibiens, voire même de quelques amphibiens métamorphosés. Et puis les larves de libellules, effectivement, sont un prédateur aussi des larves. Du coup, on a, par rapport à tout ce monde cruel, oui, du coup, on parle des oiseaux. Donc, les sangliers, effectivement, les sangliers, je mettais ça dans toutes ces espèces un peu ubiquistes qui vont pouvoir
manger, ça rentre dans un menu assez diversifié, on va dire. Du coup, vous avez donc des moyens de défense, c'est la coloration. La coloration est souvent un moyen d'avertir, soit pour dire ne me mange pas parce que je suis pas bon, ou après aussi pour des toxicités, même si c'est pas forcément ce qu'on a de. C'est pas le cas le plus marqué, mais on a souvent vu ces exemples de poisons tirés de grenouilles dans les pays tropicaux. Et donc, du coup, avec des couleurs flashy qui sont des avertissements. On le voit encore plus sur le sonneur à ventre jaune. Là, vous avez la position quand il se sent menacé en bas à droite, enfin les deux d'ailleurs, où en fait, il va exhiber entre guillemets ces couleurs flashy qu'il a sur le ventre pour montrer ça comme un avertissement. On a aussi du coup, oui, ça c'est le terme, apostigmatisme. Et puis du coup, on a d'autres exemples comme le crapaud commun, où du coup, on a des glandes. Alors, c'est vrai qu'on les avait vues sur le dessin, qui sont un peu au niveau du cou et qui donnent un goût désagréable. C'est pas vraiment venimeux, mais c'est vraiment un goût désagréable. Je vous dis ça pas d'expérience, hein, j'ai pas goûté, mais a priori, c'est pas très bon. Et du coup, à chaque fois, bah, c'est la nature, il y a des adaptations et d'autres espèces qui s'adaptent. Donc, par exemple, vous avez le putois qui s'adapte à ce côté-là et entre guillemets, il déshabille le crapaud, il lui enlève la peau avant de le manger pour enlever toute cette peau et les glandes parotïdes et tout ce goût désagréable pour pouvoir manger euh, la bonne chair de crapaud. Et le crapaud, par exemple, peut aussi se gonfler pour se faire plus gros et du coup dissuader un peu les prédateurs. C'est un autre. En disant ça passera pas, tu n'arriveras pas à m'avaler. Voilà, c'est ça. Cédric, on t'entend plus. Ouais, tout à fait par rapport à la remarque, du coup, avec le crapaud pour redevenir comme un bœuf. Voilà, du coup, encore une autre illustration d'Olivier. Effectivement, dans ce monde cruel, et bah, du coup, la question de la durée de vie, on a un peu l'exemple à la fin là, avec la salamandre, où du coup, c'est à peu près 20 ans dans le monde sauvage. Et vous voyez, dans un monde protégé, en fait, 50 ans, dans des vivariums, on va dire, ça peut permettre de vivre beaucoup plus longtemps. Bon, ça reste quand même des individus, du coup, qui ont une stratégie de reproduction par des effectifs très importants, mais qui ont une durée de vie qui est quand même relativement longue, puisque du coup, c'est 4 ans. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, il y a d'autres aspects, c'est qu'il y a quand même quelques maladies aussi des virus, c'est un peu d'actualité, qui peuvent atteindre, du coup, il y a ce qu'on a des ranavirus. Rana, c'est le nom latin des grenouilles, donc qui touche principalement les grenouilles, mais du coup, on a une maladie aussi qui est arrivée depuis quelques temps, qui est la chytridiomycose, et qui, du coup, peut. C'est un Alors, il champignon. n'y a pas de symptômes. Voilà, il n'y a pas de symptômes, mais du coup, qui crée de gros dégâts qui peuvent créer de gros dégâts sur des populations de certaines espèces. Voilà, du coup, c'est 4 ans maximum pour les grenouilles vertes, 12 ans pour le crapaud commun, une dizaine d'années pour le sonneur à ventre jaune. Et puis donc la salamandre, mine de rien, ça peut vivre quand même assez longtemps. D'où le fait d'essayer de protéger les individus, puisque du coup, ça impacte fortement la population, la prédation sur les individus. Une petite pause question, si jamais Petite il y en pause a. question. On parlait de venin. On pose la question si des espèces venimeuses sont répertoriées en Bourgogne. Donc non, on n'a pas d'espèces venimeuses en Bourgogne. Ce qu'expliquait Cédric, donc chez le crapaud commun, mais la salamandre aussi a ce système de défense, hein, c'est qu'ils vont sécréter une substance pour faire fuir les prédateurs. Et voilà, si on touche un crapaud, ou voilà, il faut éviter d'aller se frotter les yeux après parce que ça peut du coup brûler un peu les yeux. Donc il faut faire attention à ça, mais voilà, il n'y a pas d'espèce où on va les toucher et hop, on va tomber raide mort, quoi. On n'a pas ça en Bourgogne. Ouais, si vous léchez 70 salamandres, c'est possible qu'au bout d'un Peut-être. moment. On n'a jamais testé ça, mais oui, c'est possible. Et,
Bon. Mais voilà, si un jour vous manipulez des amphibiens, ce qui, on verra tout à l'heure, enfin, un peu après, normalement n'est pas autorisé, il vaut mieux se laver les mains après, avant de se toucher le visage. Voilà. Il y a des cas de réactions Mm. allergiques, mais qui Voilà. sont. Enfin, c'est pas la même chose que des venins, quoi. C'est des Mm. réactions. Autre question? Autre question de réaction. Quel est l'impact des pesticides sur les grenouilles et les tritons? Est-ce que c'est la mort directe ou est-ce que c'est des doses qui arrivent dans les mares? Quel est l'impact? En fait, il y a plein d'impacts en fait par rapport à la qualité de l'eau, ne serait-ce que en fait par rapport au sexe des amphibiens, en fait mâle-femelle, en fait ils ont prouvé qu'il y avait une influence en fait des conditions, température et aussi des molécules, notamment des hormones qui peuvent être utilisées dans certains produits qui se retrouvent dans l'eau et qui vont complètement modifier le ratio mâle-femelle d'une population de crapauds. C'était de crapauds, je crois, l'étude ou de grenouilles vertes. Donc, c'est des espèces qui sont quand même assez sensibles, effectivement, aux pollutions, à l'environnement. Et du coup, comme le milieu aquatique réceptionne pas mal de molécules, ouais, ça peut avoir un impact assez marqué sur certaines espèces, même si on a des cas où il y a quand même des populations qui arrivent à se maintenir dans des contextes de grande culture où il reste juste une mare. Euh, ça va dépendre des molécules. Et puis, mais ouais, il y a un impact des eaux polluées. Ouais. Autre question? Karine, on a perdu Karine? Non, c'est tout bon. Non? On est à jour dans les questions dans le chat. Donc, il y avait peut-être une question qui faisait allusion aux champignons, mais j'ai pas tout le développement. Donc, voilà, s'il y a des éléments complémentaires par rapport à cette question via les champignons, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Oui, on pourra revenir dessus après. Ou si la personne veut s'exprimer, il n'y a pas de souci. Non. Non, c'est tout bon. Bon, alors on parlait des menaces et des pollutions, donc excellente transition. Hop, voilà, je te laisse encore la parole, Cédric. En fait, on vous a manipulé, on vous a attiré avec l'exemple des amphibiens et des grenouilles, parce que c'est assez sympa, mais l'idée c'était aussi d'évoquer comment on va dire la menace qui peut peser sur leur milieu, mais qui pèse aussi sur ces espèces, puisque du coup il y a plus d'un tiers des espèces d'amphibiens qui sont menacées. Vous avez sûrement entendu des rapports, des chiffres là, dans les dernières années sur les menaces sur la biodiversité. Les amphibiens sont un groupe spécialement vraiment ciblé. Ils sont dans des milieux qui sont un peu réceptacles, qui vont récupérer pas mal d'influence, on va dire, de nos modes de vie et du coup aussi de nos pratiques. Les milieux humides aussi ont beaucoup disparu. Donc l'idée, c'était aussi de montrer du coup, l'impact de tout ça, donc on a là le schéma un peu, bon, il y a des comblements volontaires, il y a aussi, on le voit un peu avec des pollutions qui peuvent avoir un impact, et puis il y a des changements des pratiques agricoles et du coup des paysages qui font qu'il y a aussi une partie, les mares qui, pour beaucoup, avaient un rôle d'abreuvoir, ont disparu aussi, puisque avec la réduction des surfaces en prairie, c'est souvent les mares disparaissent aussi. De façon quasi systématique aussi dans ces évolutions des pratiques et des paysages. Euh, et puis du coup, on le voit par rapport aux ces aspects de maladie. Donc on a évoqué la chytridiomycose, c'est une maladie en fait qui est vraiment aussi qui est plus, enfin, champignon qui est plus marqué par rapport aux perturbations justement des réseaux, mais c'est aussi des maladies qu'on a, enfin des maladies qu'on a ramenées, qu'on a introduit en fait et qui n'existaient pas avant. Et puis du coup, il y a cet exemple de mortalité sur les routes, puisque du coup, on a parlé de migration. Le fait est que du coup, sur le trajet des migrations, du fait du renforcement des réseaux routiers, du coup, on va dire ça se croise. Et du coup,
plus les amphibiens qui sont impactés que les voitures. Les voitures, Et bizarrement. donc, on a en fait surtout que vous avez dans certains cas, par exemple, la migration, en fait, le gros de passage se fait au début de la nuit et ça peut coïncider. C'était le cas à côté de Auxerre, à Poigny, où du coup, ça coïncidait avec les horaires de sortie de bureau. Et donc, du coup, ça crée une mortalité assez importante. En fait, vous avez des cas de population qui ont quasi disparu du fait de l'impact de l'écrasement, en fait, sur les routes des individus, quoi, notamment sur le crapaud commun qui est une espèce particulièrement touchée. Non, pour en fait, ça se dit chytridiomycose et donc c'est CH. Il y a des Y et tout. J'avoue que je pourrais pas vraiment les plaire. Non, c'est un mot un peu barbare, effectivement. Mais c'est CH, ça commence par CH, Oui, CHY. ouais. Je crois que le Y est au début. Oui, c'est ça, c'est CHY, oui. Et Et mycose, après, à la fin, ça se termine en mycose. comme les Voilà, champignons. comme un petit nom très sympathique. Voilà. Euh, voilà. Après, du coup, la plupart des amphibiens sont protégés par la loi. Ouais, merci. Avec du coup, il y a quand même du coup une dérogation spéciale, enfin une dérogation, une autorisation pour pouvoir quand même continuer à manger des cuisses de grenouilles. Donc avec des périodes aussi, c'est réglementé pour aller chercher les grenouilles, du coup pour pouvoir les manger. Mais du coup, ces espèces sont protégées. Après, à différents niveaux, où certaines espèces en fait sont particulièrement protégées, c'est-à-dire que leur milieu de vie est protégé et l'espèce. Et puis d'autres où simplement, même si du coup, ce qu'on évoquait, le fait qu'il y ait en fait le déplacement des espèces normalement est interdit pour la plupart des amphibiens, pour quasi tous les amphibiens. En fait, c'est interdit de les trimballer. Et que Bah, du coup, ne par exemple, les serait-ce que les sauvetages qui sont manipuler. faits demandent une dérogation. Pardon. Bah, même, enfin, c'est interdit de les manipuler. Enfin, voilà, nous, quand on va faire des inventaires d'amphibiens et si on fait des captures, alors quand je parle de capture, on les tue pas, hein, on les capture, mais on les remet ensuite dans leur milieu. On a des autorisations spéciales pour manipuler les espèces protégées. Donc voilà, tout le monde ne peut pas faire ça. Après, évidemment, on a tous fait à l'école, quand on était petit, de ramener des têtards qu'on trouvait dans une mare en forêt et qu'on emmenait à l'école pour montrer aux copains et suivre après l'évolution des têtards. Bon, bah, voilà, ça, normalement, ce sont des choses qui sont interdites vu que ces espèces sont protégées par la loi. D'autres compléments, Cédric, ou on continue? Non, c'est bon. Non. Et du coup, l'idée, c'était aussi d'évoquer rapidement tout le rôle que peuvent avoir les mares, mais aussi toutes les zones humides, puisqu'on a vu qu'un certain nombre d'espèces ne sont pas forcément liées juste aux mares, mais ça peut être d'autres milieux, comme les dépressions de prairies ou les bords de petites rivières. Du coup, c'est un petit bout, un angle en fait de vue de ces milieux qui ont tout un rôle. Après, ils ont une fonction, on le voit, d'abreuvoir, une fonction pratico-pratique, mais aussi il y a plein d'autres fonctions qui sont parfois évoquées. Le côté filtration des eaux, justement, on parlait de pollution, il y a aussi une mare avec toute la végétation en fait permet de nettoyer. C'est ce qu'on a la phytoépuration, ce qu'on développe de plus en plus d'ailleurs dans les stations d'épuration, en implantant un certain nombre d'espèces végétales qui permettent de dégrader les matières chimiques et de pouvoir filtrer les eaux. Un rôle de tampon, en fait, c'est-à-dire que du coup, cette accumulation de matière, de végétaux, va retenir l'eau en période abondante et va en fait la restituer petit à petit comme une éponge un peu. Donc, un rôle de régulation des crues. On en parle aussi pas mal du fait des inondations qu'il y avait eu il y a quelques années sur Paris et Montargis. Et donc, il y a pas mal d'actions pour essayer de restaurer des zones humides pour réguler réguler les flux, on va dire, d'eau. Et puis c'est un réservoir de biodiversité, parce que voilà, on parle des amphibiens, mais dans des mares et d'autres milieux humides, on a énormément d'espèces qui dépendent de ces milieux, des insectes, des reptiles, etc. Et des plantes, bien sûr.
Euh, Oui, c'est toujours à toi de du coup, travailler. toujours à moi, hein, ouais, ouais. Du coup, les moyens d'action mis en œuvre en Bourgogne, donc c'est des exemples un peu en lien de ce qu'on vous avait dit. Vous avez aussi, ouais, du coup, un exemple à gauche. On va pas faire de pub vu la couleur des goulots de bouteille. Là, on a construit en fait ce qu'on appelle des amphicaptes, c'est des nasses qu'on va mettre dans l'eau. Finalement, ces petites bêtes sont assez curieuses, peut-être en recherchant des proies. Du coup, elles rentrent en fait, elles rentrent dans un seau et du coup, comme c'est un goulot, elles n'arrivent plus à retrouver la sortie. Et au matin, ça permet de comptabiliser ce qu'il y a et de les relâcher. Bon, c'est un peu moins sympa quand vous avez trois couleuvres dans le seau à vider le matin pour relâcher. On ne sait pas trop comment faire pour quand même arriver à compter les tritons au milieu des couleurs, mais c'est une méthode qui permet de bien inventorier. Et puis du coup, il y a plusieurs assos. On travaille du coup sur la préservation des mares avec des diagnostics pour accompagner les collectivités ou des privés pour la gestion des mares. Enfin, et d'ailleurs d'autres types de milieux pour les entretenir. On fait aussi des chantiers, ce qu'on appelle des chantiers nature. Alors plus on intervient à l'automne, puisque du coup, comme en ce moment on est en période de reproduction, il faut vraiment pas intervenir sur les milieux. Du coup, des chantiers qu'on fait effectivement à l'automne pour entretenir les mares. Et puis du coup des animations pédagogiques, donc voilà, avec des écoles pour faire découvrir tout ce monde-là où du coup c'est une pêche généralisée. Ça permet vraiment de voir tout ce qu'il y a dans la mare. Et puis du coup on a des exemples. Là c'est un exemple de jeu, du coup de jeu support pédagogique qu'on a créé pour les écoles ou pour les centres de loisirs pour faire découvrir toute la diversité qu'il peut y avoir dans les mares. Et puis un guide sur les mares agricoles du coup que vous avez à droite. Il y a un guide aussi pour comment conseiller comment gérer une mare forestière. Et puis on accompagne des personnes pour la gestion des mares régulièrement. Du coup, c'est un exemple, là, vous avez pour lutter contre la dégradation des mares, une photo d'un chantier mare qu'on avait fait en Puisay, du coup, du coup, qui était envahi par les TIFA, donc qui est d'ailleurs assez utilisé aussi pour la phytoépuration, mais au bout d'un moment, ça sature la mare, donc l'idée est de retirer ça pour réouvrir. Et puis, du coup, par rapport à la mortalité routière, du coup, vous avez des actions qui sont menées, notamment la Société d'histoire naturelle d'Autun, qui accompagne donc là, ce qu'on voit, en fait, vous avez une clôture qui est mise le long de la route avec des seaux qui sont enterrés régulièrement et les amphibiens, en fait, en voulant passer, longent la clôture et tombent dans le seau. Et du coup, vous avez un seau au milieu où vous avez la récolte entre guillemets d'une nuit et du coup il faut aller le lendemain matin vider le seau de l'autre côté. Il faut pas trop tarder parce que si vous arrivez trop tard, eh ben vous avez d'autres animaux qui peuvent trouver le seau et se régaler de ce qu'il y a dedans. Dans certains cas, vous avez un exemple du coup sur le plateau d'Antully avec des routes qui sont fermées temporairement pour éviter ces phénomènes de dégradation. Et puis vous avez des actions de restauration qui sont menées un peu plus conséquentes quand on va dire quand la volonté la volonté de quelques bénévoles n'est pas suffisante, on fait intervenir une mini-pelle. Mais en faisant attention à la biodiversité, en intervenant à À des la bonne périodes période. propices. Ouais. Voilà. On n'intervient pas n'importe quand sur une mare quand on veut faire attention à ses petits habitants. Voilà, vous verrez sur notre calendrier des visites, vous avez des dates. Si le contexte sanitaire nous le permet, du coup, vous aurez des chantiers restauration de mares qui vont se dérouler à la période automnale. Cet automne, oui. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de vous être présenté? On arrive au bout de notre diaporama. Oui, on a effectivement plusieurs questions. Je m'assure de les avoir toutes récoltées. Alors, il y avait une question sur la prédation dans les mares. Ce sont des réservoirs de biodiversité. Ça fonctionne pas toujours très très bien, les amphibiens et les poissons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'impact de la prédation des poissons sur les amphibiens?
Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. C'est globalement, en fait, c'est plutôt, enfin, c'est néfaste. Déconseillé. Enfin, on l'avait un peu, hein. C'est plutôt néfaste, c'est-à-dire du coup, vous avez une prédation assez forte. Euh, du coup, on a évoqué le triton crété, qui est vraiment l'espèce, je pense, la plus sensible à la présence de poissons. Après, vous avez d'autres espèces. Le crapaud commun, qui elle est l'espèce qui va le supporter un peu mieux. C'est pareil, ça va dépendre aussi des espèces de poissons. Vous avez des poissons qui vont plus ou moins prédater en fait Les certains larves. amphibiens. Donc du coup, généralement, c'est le lien, enfin l'idée pour une gestion pour les amphibiens, c'est de ne pas mettre des poissons dans toutes les mares, ce qui est souvent un réflexe, notamment dans les mares communales au sein des villages. C'est un peu souvent le problème. Du coup, enfin, dans certaines mares, l'idée, c'est d'essayer de pêcher, enfin, on l'a fait sur certaines mares, de retirer les poissons présents pour favoriser la présence. Après, si vraiment on rentre dans le détail, vous avez certains cas, enfin, ça peut favoriser certaines espèces, mais c'est vraiment des cas très particuliers où ça va favoriser des espèces d'amphibiens à reproduction précoce, comme le calamite. Mais voilà. Et outre, Globalement, c'est plutôt néfaste. outre la prédation, c'est vrai qu'on peut avoir des espèces de poissons qui vont être fouisseuses et du coup qui vont toujours remettre en suspension la vase. Et donc l'eau va être troublée, ça va moins laisser passer la lumière, la végétation va moins bien se développer, donc ça peut déséquilibrer un peu l'écosystème mare. Et donc voilà, c'est vrai que, enfin, comme disait Cédric, nous on conseille en tout cas aux personnes qui nous demandent des conseils pour entretenir leur mare parce qu'ils veulent avoir des amphibiens, des libellules, etc. Hein, quand c'est vraiment un but de préservation de la biodiversité, on dit de ne pas mettre de poissons. Des questions pratiques, 3 questions pratiques sur la création d'une mare. De un, est-ce qu'il existe un guide pratique pour créer une mare? On a vu qu'il y en avait un pour entretenir Oui, sa mare. Y en a-t-il pour créer une mare? alors il existe plein de choses sur Internet. Il suffit de taper création de mare et vous allez trouver plein de guides. Dans le petit guide enfin, qui était présenté juste avant, attendez, je vais vous dire, qui a été fait par le conservatoire et qui est en téléchargement sur notre site. Donc, c'est le petit guide, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, non, on voit rien du tout, qui s'appelle les mares agricoles de Bourgogne. Hein, donc, vous le trouvez sur notre site. Et il y a une page qui donne quelques conseils pour la création de mares. Mais voilà, généralement, il faut trouver le bon endroit pour trouver la mare. Donc, c'est souvent sur un point bas de la parcelle hein, pour que les eaux puissent s'écouler dans la mare. Il faut qu'elle soit bien étanche. Donc, si vous n'êtes pas sur des terrains argileux, vous pouvez mettre une bâche pour vraiment bien étanchéifier le fond de la mare. Ce qui est important aussi, c'est de faire des pentes, enfin des berges en pente douce euh, pour que la végétation puisse s'installer et pour que les amphibiens ou autres petits animaux puissent accéder facilement à l'eau et en ressortir facilement. Voilà, c'est quelques conseils assez basiques qu'on peut donner pour la création de la mare. La profondeur, c'est à peu près 1 mètre, 1,50 m maximum, mais voilà, on peut essayer de jouer sur le fond pour avoir des hauteurs d'eau différentes, donc avoir une partie plus profonde. Tu vois d'autres choses, Cédric, qui seraient importantes à signaler. Mais sinon, voilà, je vous dis que c'est ce petit guide des mares agricoles de Bourgogne donc sur notre site internet. Et puis voilà, il existe vraiment plein de documentation là-dessus sur Internet. En complément un petit peu technique, on nous pose aussi la question si les bacs noirs, donc c'est plutôt des plastiques qui sont vendus pour créer des petits bassins d'agréments végétalisés, peuvent-ils éventuellement attirer également les amphibiens? Oui, oui, enfin, y a pas ils sont pas difficiles là-dessus. Enfin, il y a même plein de choses. Même les piscines peuvent attirer les amphibiens. Donc, on en trouve aussi, on le voit sur des points d'eau qui sont mis pour la faune sauvage et où du coup, il n'y a pas de, enfin, dans des milieux comme ça, il faut mettre du coup, quand vous avez des berges
les bacs aussi, enfin, suivant comment ils sont thermoformés, mais ils peuvent avoir des pentes abruptes et du coup là les amphibiens peuvent se retrouver bloqués et se noyer, comme l'exemple de la salamandre, enfin ces espèces-là en fait. Du coup, c'est important d'avoir une tige, enfin un morceau de bois qui peut leur permettre de remonter et de sortir de ces points d'eau. Enfin, on a vu ça aussi sur de la lite, sur des pelouses calcaires où il y avait des points d'eau qui avaient été mis pour la faune sauvage, ce qui est une bonne idée, hein. Mais par contre, il faut faire attention, il y a toute une partie de la faune qui ne va pas arriver à ressortir de ces points d'eau et ça devient un piège, quoi. C'est le cas aussi pour les bacs d'abreuvement du bétail, quoi. Oui, je vois dans les messages éviter les plantes envahissantes, tout à fait. En fait, il y a deux mondes qui se croisent, qui est le monde des aquariophiles et le monde, on va dire, des mares. Et du coup, on a pas mal de cas de plantes invasives qui sont issues d'aquariums qui ont été vidés ou de personnes qui veulent enrichir leur mare en disant, bon, bah, ça pousse pas très vite, je vais mettre quelque chose dessus. Bah, je vais rajouter des plantes dedans et il faut se méfier puisqu'après, il peut y avoir des moyens de dissémination qui vont faire que ça va se propager en fait dans le milieu naturel et être un véritable problème. Il y a quand même pas mal d'espèces en fait végétales qui sont envahissantes dans les milieux aquatiques. Donc attention à ça, ouais. Si j'ai une mare privée, une très grande mare privée, est-ce que je peux faire appel à des personnes qui sont spécialisées pour son entretien tout en prenant soin de la biodiversité à l'intérieur? Est-ce qu'il existe des organismes qui peuvent m'aider à ça? Aider au niveau des conseils, on peut accompagner avec des conseils. Après, ça dépend. On peut le faire. Sinon, il y a la Société d'histoire naturelle d'Autun qui intervient aussi pour donner des conseils aux propriétaires pour des conseils de gestion et d'entretien des mares. Donc, c'est la Société d'histoire naturelle d'Autun. Et puis une dernière question, mais qui relève plus du vocabulaire. Je voudrais m'assurer que ce soit bon. Je laisse la personne me corriger si besoin. Le qualificatif Proteus signifie-t-il amphibien cavernicole? C'est une espèce, non, Proteus? Ça, c'est une bonne question. Ouais, ça, je sais pas. Il n'y avait pas encore eu de colle. La voici. Non, si près de la fin, c'est... Ouais, c'est une espèce... ouais. Après, on a des cas, enfin, vous avez en fait, il y a plusieurs espèces aussi. Vous avez une espèce sortie de laboratoire qu'on va retrouver dans la région angevine, qui était utilisée pour faire des tests, on va dire, par rapport à justement des particularités morphologiques. Et alors après, je ne sais pas exactement comment elle est sortie, comment elle est sortie de son laboratoire, mais du coup, c'est une espèce qu'on trouve maintenant dans les mares dans ce secteur-là. Vous avez une autre espèce invasive qu'on n'a pas, enfin, il y a eu une donnée en Bourgogne et puis qui est plus là, qui est la grenouille taureau, qui est plus présent dans la zone bordelaise. Déjà au niveau du champ, c'est un truc particulier, hein, c'est hyper fort. Et du coup, grenouille taureau, parce qu'en fait, une grenouille taureau peut manger une grenouille verte d'un coup, en fait, pour vous donner une idée de. Et du coup, en fait, ça vous nettoie, entre guillemets, une mare de tous ses habitants en un rien de temps. Après, ouais, effectivement, il y a des cas en milieu aquatique de concurrence d'espèces invasives. Vous avez des écrevisses exotiques aussi qui créent pas mal de problèmes dans les milieux et qui peuvent amener. Ouais. Donc, c'est un autre cas, une autre menace à la biodiversité, effectivement. Eh bien, c'est tout bon côté questions du côté du chat. Je laisse la parole à celles et ceux qui voudraient prendre la parole en direct. Oui, encore une question. Vous avez parlé tout à l'heure d'hybridation. Est-ce que ça permet de déterminer des nouvelles espèces ou est-ce que ça reste des espèces dites hybrides? Il y a les deux cas de figure. Du coup, il y a il y a des espèces, des espèces hybrides qui arrivent à se maintenir. La plupart des espèces ont tendance à
à redisparaître et elles sont réalimentées par des hybridations. Après, par chez nous, on n'a pas vraiment d'espèces qui se développent, enfin qui, en fait, enfin du coup, c'est le cas des grenouilles vertes où en fait ça se mélange tellement que c'est un peu difficile de, enfin, du coup, tout est hybride en fait pour les, enfin, c'est assez rare maintenant pour ce complexe de grenouilles vertes de trouver des populations dites entre guillemets pures. Les hybridations en fait continuent ce mélange. Ça répond à la question? Ah, on a perdu. Bon, j'imagine Oui, que on oui. nous répond oui dans le chat et on nous dit merci dans le chat. D'accord, parfait. C'est bon, tu peux respirer, Cédric. Donc, plus de questions du côté des participants? Pas de mouvement du côté du chat. On nous remercie pour la Ah, mais soirée. c'est pas fini. Moi, j'ai une dernière question. Ah, ah. Avant de se dire au revoir, je vais vous montrer une photo et il va falloir nous dire combien de crapauds vous comptez sur la photo. Si vous en voyez 4, 5, 6 ou 7. Donc, avant de lancer le sondage, Karine, on va laisser quelques temps la diapo avec l'image avant de la cacher par le sondage. À vous de jouer. Combien de crapauds vous comptez? Voilà. Tu peux peut-être lancer le sondage si Allez, les je gens lance le sondage. peut-être qu'on peut le décaler un petit peu, je sais pas. Hop. Ouais. Chacun peut le décaler s'il veut. Ouais, on peut le décaler. Bon, voilà, je vous laisse décaler. Allez, on attend les 30 secondes pour avoir tous les retours. Il est Oui. encore temps. Bon, pour info, il y a une femelle sur la photo. Qui a eu beaucoup de succès, visiblement. Alors, Alors, il y a une majorité pour 4. Sinon, après, c'est plutôt 6. Alors, Cédric, c'est une photo de toi. Alors, je te laisse. c'est une photo de toi, c'est une photo prise par Cédric. Ce n'est pas tout à fait une photo de Cédric. Oui, je me comprends, je me comprends. Je te laisse répondre, du coup. Je sais même plus, il faut compter. Non, on l'a dit ce matin. Ah oui, mais bon, 3, 4. En fait, il y en a un. Du coup, il y en a un qu'on voit très peu. En fait, on voit juste la patte en haut à droite et qui ne correspond pas à un crapaud qu'on voit sur le reste. Donc, vous avez la femelle et vous avez 1, 2, 3, 4 mâles. Donc, il y avait 5 crapauds sur cette photo. Ouais. Voilà. Donc, d'une femelle, effectivement, qui a eu beaucoup de succès. Les crapauds se battent pour elle. Voilà, bah, écoute, sur cette petite photo, se termine cette visioconférence qui a été plus longue que prévu. On s'excuse, mais il y a eu pas mal de questions et puis voilà, pas mal d'échanges. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. Donc, on a parlé un peu de la thématique des milieux humides, des milieux de vie des amphibiens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que le 30 septembre, on a une collègue qui fait une visioconférence à 19h donc sur les milieux humides en Bourgogne. Donc voilà, ça parlera vraiment des milieux de vie des amphibiens. Et puis, vous retrouvez sur notre site internet toutes les animations et visioconférences du conservatoire proposées cette année. Et donc, la prochaine, c'est le jeudi 27 mai à 19h, Question pour un champignon. Qui ne traite pas que des champignons, je vous rassure, mais vous pouvez vous tester sur des questions, sur vos connaissances de la biodiversité en Bourgogne. Voilà. Et le gagnant aura la chytridiomycose. Ça va pas attirer grand monde si tu dis ça. Non, il n'y a rien à gagner malheureusement, mais juste un bon moment à partager avec nous. Voilà, c'est déjà pas mal en ces temps un peu moroses. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette visio. Merci Karine pour l'assistance technique. Merci Cédric pour l'apport de toutes tes connaissances et la co-animation.
Voilà, s'il y a d'autres questions avant de se quitter, n'hésitez pas. Ma foi. Et sinon, on va se dire au revoir là-dessus.